bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde et dans le magazine de l'art de vivre et de l'excellence NEC plus Ultra. C'est justement d'excellence dont il va être question aujourd'hui. Matinée, vous allez voir de cette French Touch qui donne peps et charme à tout ce qu'elle investit sommaire. Sculpteur ou designer, entre les mains de cet esthète, la frontière est ailleurs. Une fondation ou collection rime avec prospection. Vous serez dans de bonnes mains dans cet hôtel d'hier et de demain. Si vous aimez le grand design, je vous invite à me suivre à Fontainebleau, faire la connaissance d'un monsieur qui a énormément de talent. Très connu de certains collectionneurs, un peu trop discret à mon goût, Eric Schmitt rencontre. Eric Schmitt perpétue à sa façon la tradition française des arts décoratifs en réalisant des pièces sur mesure ou numérotées de 8 à 24 selon les modèles. Les lampes en bronze de l'hôtel Montalembert ou les cheminées de l'hôtel Métropolitaine cultivent l'ambiguïté d'une démarche aux frontières de la sculpture, de l'architecture et du design. Pour concevoir ses œuvres, il s'est créé un refuge au cœur de la forêt de Fontainebleau. C'est donc là, à la campagne, qu'il fait pousser son mobilier aux formes paisibles et rassurantes. Cette personne travaille dans son atelier, itinéraire d'un autodidacte. Je faisais de la photo et de la musique, surtout beaucoup de musique. Et il a fallu que je choisisse entre les deux. Et juste au moment où j'allais choisir la musique, on m'a demandé de dessiner une petite série d'objets. Je ne savais ni souder, je ne savais rien faire. Et donc j'ai fait ça avec des matériaux de récupération que j'ai trouvés dans l'atelier où j'étais à l'époque. J'ai commencé comme ça, et comme finalement au départ je me suis dit je vais faire des objets, mais sans savoir exactement ce que c'était, c'est devenu naturellement des tables, des lampes, voilà. Devenu designer avec l'air de ne pas y toucher, Eric Schmitt a su imposer un style aux formes à la fois solides et douces auquel la galerie Dutco a rendu hommage cet hiver. C'est sa première grande exposition ici, parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup et qui est dans la lignée des grands artistes, des grands créateurs des arts décoratifs. Mais il amène la modernité, avec des matériaux nouveaux, avec des matériaux aussi classiques comme le bronze. Et ce sont ces formes rondes, ces formes sensuelles de certaines tables, comme celle-ci que vous voyez de dos. On ne sait pas d'où elles viennent, elles pourraient venir d'une autre planète et elles sont là, elles ont atterri ici dans la galerie. Décidément, tout se fait un peu comme par miracle avec Eric Schmitt, comme si les choses avançaient par elles-mêmes. Revenons à la source d'un travail qui sait utiliser des savoir-faire ancestraux pour créer de nouvelles expériences. Eric Schmitt est un pionnier de la forme. Ce qui nous intéresse ici, c'est de ne pas travailler sur des formes référencées. Ça ne veut pas dire qu'on fait exprès d'être original et de rejeter tout ce qui... Mais c'est plutôt ça qui nous excite, c'est-à-dire vers quelque chose qu'on ne connaît pas. D'un seul coup, on se rend compte qu'on est sur un terrain, on se dit là, il y a quelque chose qui... une forme, pas référencée ou qui vient de nulle part, enfin, en gros, et c'est à partir de là qu'on va... voilà, on s'est dit, là, il y a quelque chose, donc on va creuser là-dedans. C'est dans la ville d'Adjeto, en République tchèque, qu'il s'initie à l'usage du verre soufflé de Bohême. Ce matériau fait désormais partie intégrante de ses prospections formelles. Il fait courir des courbes sur ses photophores un peu à la manière de Chillida, sculpteur dont il se sent très proche. L'antichambre de ses créations n'est pas un disque dur, mais un atelier. On vient ici quand on a des doutes, ou alors quand c'est des choses qui doivent être très grandes et dont les volumes, on est un peu perdu, on ne sait plus. Alors on vient là et on prend des bouts de carton, des bouts de bois, qu'on découpe à l'échelle nature. Et pourquoi cette attirance pour le bronze ? J'aime le bronze tout simplement parce que c'est un matériau qu'on peut couler dans des moules. C'est ça qui m'intéresse, c'est tout simplement ça, aussi bête que ça. Je n'ai rien inventé, les sculpteurs, il y a des siècles que ça existe, et des siècles. Parce que finalement, on n'a pas réellement de contraintes par rapport à une forme. C'est-à-dire qu'on fait une forme en plâtre, en bois, en n'importe quel matériau, et on sait qu'on va pouvoir la dupliquer dans un matériau qui en plus a sa noblesse, va pouvoir se patiner de manière différente, va pouvoir devenir poli, brun, marron, noir, argenté, vous voyez, ou tout simplement repeint. Donc ce qui intéresse, c'est le moulage. C'est l'idée d'une pièce qu'on va reproduire. Donc le bronze, tout simplement. Et quand j'essaie de faire autre chose, je reviens toujours vers le bronze. Chassé le naturel, il revient au galop. Depuis une quinzaine d'années, il dessine à son nom une importante collection de pièces en bronze pour Christian Liègre. En fait, il faut qu'il y ait moitié-moitié dans cette histoire. Il faut qu'on sente que c'est Eric Schmitt qui l'a dessiné, mais qu'on sente que
C'est chez Christian Liège, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Donc finalement, je viens un peu prendre de sa personnalité, de son écriture, enfin de son climat, et moi je viens simplement rajouter mon dessin. Des courbes qui donnent à la densité un mouvement, le brut devient doux et la puissance signe l'apaisement. Tout ça est un peu contenu. C'est Pierre Sennenmeyer qui disait très bien ça. Il disait les objets d'Eric Schmitt ont une élégance contenue. C'est dans les yeux des autres que l'on se voit le mieux. On ne peut pas dire que ce sont des meubles design. Je trouve que le mot design est trop galvaudé aujourd'hui. Lui, c'est beaucoup plus classique. Il rentre dans les grands créateurs de meubles, de mobilier. Art et artisanat dans sa démarche sont complémentaires. Moi, présidente, je choisirai Eric Schmitt pour ministre de l'Intérieur. La musique mène à tout. Direction Tel Aviv maintenant, sur les conseils du galeriste français Benoît Sapiro. Nous sommes allés voir ce qui se passait à l'Institut Spillmann pour la photographie. C'est un lieu unique au monde, visite. Entre Tel Aviv et Paris, il y a un passage secret, rue des Beaux-Arts, dans la galerie Le Minotaure. Le galeriste Benoît Sapiro nous conduit directement là où le 8e art a son temple, l'Institut Spillmann pour la photographie. Shalom Spillmann en est le fondateur, lui qui entame une seconde vie autour de la photographie et qui prépare un doctorat à la Goldschmidt Université de Londres. Entrepreneur comblé dans le passé, il est au présent un collectionneur exigeant. C'est tout d'abord un ovni dans le paysage local en Israël. C'est une fondation privée, c'est un homme d'affaires qui a fait une très belle réussite et puis qui a décidé de tout vendre et de laisser tout derrière lui, qui a fait une thèse sur Moholy-Nagy et qui a développé cette fondation qui a une vocation de conservation, il y a collection, exposition, il y a un département contemporain. C'est donc un exemple unique en tout cas en Israël dans le domaine qui remplace quelque part un vide institutionnel. C'est vraiment et en qualité et en contenu exceptionnel. Aya Luri est docteur en histoire de l'art. Elle fait partie de l'équipe très prospective de cet institut. C'est une fondation à but non lucratif qui a pour vocation de promouvoir la recherche et l'enseignement sur certains courants de la photographie. Nous travaillons beaucoup à la promotion et à l'approfondissement de la compréhension et à la manière dont nous concevons et nous posons des questions concernant la photographie. Ce sont deux artistes qui travaillent à Londres, Adam Brumberg et Olivier Chanarin. Ils viennent de gagner le prix de la Deutsche Bourse pour la photographie. Ceci est un projet qu'ils ont réalisé à Belfast. Ils ont fait des recherches dans les archives locales et ont trouvé des diapositives avec des traces sur elles. Ils les ont donc agrandis et ont initié une réflexion sur le sens de ces traces. Celui-là n'est pas bon et celui-là est bon. Qui choisit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien et pourquoi ? C'est la question centrale concernant la photographie. C'est la question de choisir le bon moment. L'est-il et pour qui ? C'est le Graal de la photographie, saisir ce moment qui contient tous les autres. Mais le bon moment existe-t-il vraiment ? Nous nous concentrons plus sur la photographie abstraite, le mouvement New Vision. La photographie conceptuelle, la photographie construite. Car à travers les recherches et l'enseignement, nous pouvons plus apporter à la compréhension de ce qu'est la photographie. L'œil, cet organe si puissant et si crédule à la fois pour ceux qui ne croient que ce qu'ils voient. La réalité est en trompe-l'œil. Méfiez-vous des effets d'optique. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment unique au monde, parce qu'il n'y a pas l'aspect photo seulement. Ils ont, dans leur première exposition, remonté un film qui avait été abandonné, impossible que Moholy-Nagy n'avait pas réussi à remonter. Ils l'ont remonté avec un des élèves et avec des élèves et les plans de Moholy-Nagy, conformément à ce qu'il avait voulu. László Moholy-Nagy est un photographe cinéaste hongrois de l'entre-deux-guerres qui concentre ses réflexions sur les nouveaux moyens d'expression. L'analphabète de demain ne sera pas celui qui ignore l'écriture, mais celui qui ignore la photographie, disait-il.
et l'étoile de mer qui a été montrée pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle chez eux à l'entrée de l'exposition sur le nu surréaliste, qui est en elle-même une exposition extraordinaire, mais qui en plus a cette dimension-là qui est quasiment un relief, puisque c'est des images qui bougent, qui sont animées. Dans les tiroirs de cette jeune fondation se cachent des trésors d'époque et de style très contrastés. 4 ans d'existence et déjà un fonds photographique d'une richesse et d'une variété impressionnante. À cette cadence, l'Institut va constituer un pôle majeur de la photographie mondiale. Nous avons ici 900 œuvres et désormais nous nous concentrons sur la recherche autour de ces œuvres car nous ne sommes pas une collection comme les autres. Cette collection fait partie intégrante d'un programme de recherche. Une approche expérimentale de la photographie qui se prolonge encore aujourd'hui dans sa forme contemporaine avec des artistes comme Thomas Ruff par exemple. Le peintre français Jean-Auguste Dominique Ingres écrivait « La photographie c'est mieux qu'un dessin, mais il ne faut pas le dire ». Alors d'abord, ça va des origines de la photo et de la photo moderne. Et il y a juste des trésors et des chefs-d'œuvre qu'il a achetés en 2 ans et demi, je pense, d'existence. Mais ça va de Kertész à Brassailles, à Blumenfeld, ou Man Ray, ou Molinage. Enfin, il a absolument tout. Et quand je dis il a absolument tout, non seulement il a tout, mais il a les images les plus belles. Il a vraiment fait une sélection, mais très serrée. C'est-à-dire qu'il a vraiment les choses les plus importantes et les plus belles de toutes les époques. Pour constituer une telle collection, Shalom Spielmann a su s'entourer de grands spécialistes comme le fondateur du département photographique du musée de Jérusalem, Nissan Pérez. Étant donné qu'Israël aussi est un pays très récent, très nouveau finalement, il a 65 ans à peine d'existence. Et on essaie toujours de rénover. Comme on a renouvelé le pays, de rénover aussi les idées, les activités, etc. Ça coule un peu de source de créer une telle institution, surtout dans le domaine de la photographie qui est extrêmement actif et créatif en Israël. Un champ d'expression dont le dynamisme explique la richesse des propositions. Mes objectifs sont, comme je le disais tout à l'heure, que l'Institut soit l'un des plus importants. Au rythme où se constitue la collection et avec des œuvres d'une telle qualité, l'Institut atteindra ses objectifs, il n'y a pas photo. Le Péninsula de Hong Kong vient de fêter ses 85 ans. Nous sommes venus souffler les bougies et chercher la French touch de ce palace mythique. On a trouvé. Surplombant le port Victoria de Hong Kong, le Péninsula allie service 5 étoiles et charme de l'ancien monde. Hélicoptère privé ou Rolls-Royce, l'excellence classique s'accorde à merveille avec le monde contemporain. Quand on respecte le passé, la technologie ne gâche rien. L'hôtel abrite une piscine intérieure de style romain, un spa de plus de 1100 mètres, ainsi que 9 restaurants et bars primés. Le Péninsula est une légende et il a su construire au fil des années une solide réputation. Il sait anticiper l'avenir et se placer à la pointe de l'innovation. Ses 85 ans juste passés, il n'a rien à envier à la technologie des hôtels contemporains et pour cause, il dispose d'un département recherche et développement. Pionnier et leader des innovations technologiques des chambres d'hôtel. Ce n'est pas pour rien qu'il est classé parmi les plus prestigieux hôtels du monde, mais revenons un peu en arrière. L'hôtel a 85 ans d'histoire, il a été ouvert en 1928. Donc ce que nous apportons, je crois que c'est un peu l'aspect européen, le classique du service, un petit peu c'est ce flair, comme disent les Anglais, je ne sais quoi, français. Le service asiatique est un service qui est très humain, ils vont apporter l'aspect humain, ils veulent faire plaisir aux gens et je crois qu'on apporte un petit peu de la finesse qui est autour, on peaufine les détails, même ça parfois ça peut être quelque chose qui est intangible, mais qui est là. Côté déco, l'hôtel met la barre haut. En 2012, le Péninsula revoit entièrement la décoration de ses 300 chambres et investit 46 millions d'euros, rien que pour les yeux de sa clientèle. Inspirée par l'intérieur des yachts et des jets privés, la décoration est composée de bois précieux, d'acajou, d'ébène, de panneaux de loup plaqué. Les palettes des couleurs privilégient le crème, le chocolat et le roux. Les détails sont tout en raffinement avec des références à l'Asie, à l'Occident.
Les salles de bain sont en marbre et bénéficient de baignoires spa et surtout de cette vue sur le port Victoria. Je pense que le critère de luxe en Chine n'est pas très différent du critère du luxe en Occident. Je pense que c'est tout d'abord la qualité, c'est une authenticité et c'est aussi quelque chose qui est rare. C'est pourquoi nous sommes contents que nous n'avons que 9 et bientôt 10 hôtels. Mais je pense que le marché chinois est très très sophistiqué. C'est aussi sophistiqué que les marchés occidentaux, surtout parmi les grands clients. Le groupe Peninsula compte 5612 employés à travers le monde et 900 travaillent dans l'établissement de Hong Kong. Le 1er août de cette année, Paris prolongera cette belle réussite du luxe dans l'hôtellerie. 500 personnes seront embauchées dans ce nouvel hôtel de l'avenue Kléber. Pour moi, dans l'hôtellerie, je pense que le luxe est vraiment un service très personnalisé, très authentique. Et côté spa, on retrouve l'authenticité et un service ultra personnalisé dans un véritable havre de tranquillité. 14 cabines spacieuses de soins et 2 suites privées sont mises au service d'une approche holistique du corps porté par des soins ancestraux, des conditions européennes, asiatiques et ayurvédiques. Un syncrétisme bienvenu dans cette ville portuaire internationale. Côté restaurant maintenant, vous verrez, on est loin d'être dépaysé. L'art de la table est très important. Notre équipe culinaire comprend quelques membres français. Rémi à la tête du restaurant Gadiz, le restaurant gastronomie français. Ludovic en pâtisserie. À la tête des luxueuses cuisines du restaurant Gadiz, Rémi van der Peteggen sublime les grands classiques de la gastronomie française. Ce fils d'ingénieur SNCF file sur les rails de la haute gastronomie et garde le cap malgré la distance. Je cuisine à ma façon, cuisine française, très traditionnelle, mais revisitée un petit peu avec les techniques d'aujourd'hui, pour apporter un petit peu plus de légèreté et de créativité au niveau des techniques de cuisson, mais aussi au niveau du visuel. Voilà, moi c'est vraiment du 100% français. L'avantage ici à Hong Kong, on a 3 livraisons par semaine de Rungis, donc j'ai des produits frais, j'ai les plus beaux produits français. Rungis à Hong Kong, c'est le monde à l'envers et la spécialité du chef. Mon plat signature, c'est un plat que j'ai créé il y a quelques années dans mon ancien restaurant à Paris. C'est un pigeon avec une croûte de sucre muscovado de l'île Maurice. C'est pas très français, je vous l'accorde, mais c'est une belle balance entre le goût du sucre et la puissance un petit peu du pigeon. Le pigeon voyage très bien, paraît-il, mais passons au dessert avec le chef pâtissier Ludovic Douteau. Il est entré en 2010 au Peninsula à l'âge de 31 ans. Il supervise une équipe de 19 personnes et fournit les 9 restaurants de l'hôtel. Chaque jour est un nouveau défi. On parle de 85 ans d'histoire, avec une clientèle aussi qui est très renommée, qui demande aussi beaucoup de choses spéciales. Et en l'occurrence, on a quand même cette chance de pouvoir créer des choses sur mesure. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose pour nous qui est quelque chose d'extraordinaire, d'avoir des demandes parfois vraiment folles. Lorsque les clients nous demandent de créer des sacs, de faire des gâteaux, c'est vrai que parfois, c'est pas simplement le fait de faire une forêt noire, mais c'est vraiment de faire quelque chose qui soit sur mesure pour le client, pour ses goûts, pour ses choix, pour ses couleurs. Déjà que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, alors quand en plus le client est roi. On a eu cette chance quand même, il y a 2 ans, de créer une chocolaterie. Donc j'ai un super chef chocolatier belge qui s'appelle Marijn Quergens, qui s'occupe donc entièrement de toute la partie chocolat pour tout l'hôtel. Comme vous pouvez voir, il y a plein de pièces qui sont disposées ici dans le laboratoire. Puis c'est également des clients un petit peu spéciaux qui viennent aussi à l'hôtel pour leur faire aussi plaisir. Donc on fait aussi du sur-mesure. Du sur-mesure à tous les étages, une technologie ultra sophistiquée et ce service glissant sur la pointe des pieds. L'ancien monde se fond dans le présent avec tranquillité. Le design de ce restaurant est signé Philippe Starck au passage, à la fois d'hier et de demain. Aussi bien asiatique qu'européen, quand on entre dans ces murs, on part très loin. Accoudé à la mer de Chine, le Peninsula regarde passer les siècles et les navires avec la sérénité des puissants. Demain, en 2047, les 1165 km de Hong Kong deviendront province chinoise. Abritée par ses hauts vents verts, le Peninsula en a vu d'autres. On attend avec impatience l'ouverture du Peninsula Paris prévue pour la fin août. Aujourd'hui, c'est l'écrivain français Bernard Werber qui nous donne sa définition du luxe.
Le vrai luxe, c'est de ne pas dépendre des objets et surtout de ne pas avoir son bonheur ou sa joie qui dépend des objets. Merci. Bravo. Merci. À méditer. Merci de nous avoir suivis. Merci à Benjamin Stenitz de nous avoir reçus en sa galerie. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook avec notre coup de cœur. En attendant, on se renseigne pour savoir comment envoyer une invitation. Mais non, ce n'est pas si évident. Il y a des codes. Au revoir. Grand dîner ou plus petit, par SMS ou par écrit, que l'on soit invité ou que l'on convie. Lorsque vous êtes invité, vous répondez de la même façon qu'on vous a transmis l'invitation. Ça peut être par téléphone, vous répondez par téléphone. Ça peut être par SMS, vous répondez par SMS. Ça peut être par carton, vous répondez par carton. Lorsqu'on répond par téléphone, on répond franchement, on ne répond pas positivement. Si on se dit « oh ben je dis oui et puis on verra bien, si dans 10 jours j'ai mieux, au dernier moment je changerai d'avis et puis tant pis, je n'irai pas au dîner auquel j'ai répondu oui ». Avec ces pièces d'exception du patrimoine baccarat, une si belle table ne se refuse pas. Lorsqu'on accepte une invitation, c'est sans condition. C'est-à-dire qu'on ne va pas, au milieu de la conversation, glisser l'air de rien le yoraki, qui est vraiment la phrase extrêmement désagréable, qui a l'air de dire « je viendrai selon les invités ». Mais en revanche, une maîtresse de maison bien rodée, socialement, elle, par correction, doit vous donner quelques noms des personnes invitées, pour éviter qu'il puisse y avoir des malentendus, des personnes qui se retrouvent alors qu'elles n'auraient pas dû se retrouver. Donc, qu'on sache un peu qui sera présent. Évitons aussi de demander à la maîtresse de maison, là aussi la veille ou l'avant-veille, est-ce que je peux venir accompagner? Ça pose un problème à la maîtresse de maison. Donc la règle, elle est toujours la même, se mettre à la place des autres. C'est le point de départ de la délicatesse de la classe.